longtemps, depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh là là, quitte le pouvoir, je te dis. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir, et tout dépend de l'ère à laquelle vous suivez cette émission spéciale, le temps de vérité. Nous avons l'honneur de recevoir quelqu'un que vous connaissez très bien. Voilà, il est juste à côté de moi. Lui, c'est le PCA Christian Ntungila, à qui nous disons salut, cher PCA. Bonjour Sandon, bonjour. Et la santé? La santé, ça va. Je suis très content de me retrouver ici à Matadi. Voilà. Il est avec nous à Matadi, comme vous pouvez le constater. Nous sommes au Flat Hotel Le Dia ici, où nous avons l'honneur de tourner cette émission, une interview tout à fait spéciale. Nous allons en tout cas parler de l'inauguration de l'agence de Kisangani. L'agence de Sensap Kisangani a été inaugurée le mardi 17 décembre 2024 et nous allons poser quelques questions à savoir un peu plus sur cette Sensap. Est-ce qu'il y aura aussi une agence dans la province du Congo central, précisément dans la ville de Matadi? Nous allons le découvrir à travers cette interview spéciale. La constitution de la République démocratique du Congo, pour ou contre son changement? Voilà. Alors, nous avons tous suivi à la télévision comment on a inauguré l'agence Sensap Kisangani le mardi 17 décembre 2024. Pourquoi est-ce que vous avez préféré commencer par Kisangani après la ville capitale Kinshasa? Merci beaucoup. Il n'y a pas eu une préférence particulière. Kisangani, juste seulement du fait que les travaux de construction de l'agence se sont achevés avant les autres chantiers. Donc il était tout à fait normal que le centre de Kisangani soit lancé. Voilà, certaines personnes voulaient savoir un peu, vous êtes allé là-bas, comment s'est déroulée cette inauguration? Est-ce que vous avez engagé un nouveau personnel? Qu'en est-il réellement au juste là-bas? Oui, la mission était conduite par le vice-premier ministre Liaou, que nous saluons respectueusement. C'est lui qui, au nom du gouvernement, a conduit cette mission et a inauguré le centre de la Sensap Kisangani dans la province de la Chopo. Dans un premier temps, cette antenne va couvrir tout le Grand Oriental avant que d'autres démembrements ne puissent se suivre progressivement. Alors, vous posez la question de savoir qu'en est-il des agents qui vont y travailler. La politique du gouvernement est que dans chaque province, priorité soit donnée à ceux qui vivent sur les lieux. Donc, à Kisangani, il y a eu un petit concours pour l'engagement de 6 premières unités qui vont démarrer les activités à Kisangani, et priorité a été donnée aux natifs de Kisangani, aux résidents de Kisangani. Donc vous pouvez ne pas être natif, mais si vous êtes résident, c'est-à-dire un Congolais qui vit à Kisangani, c'est ça en fait le premier critère. Il faut résider à Kisangani, pas des gens que l'on importe d'ailleurs, ainsi de suite, non. Parce qu'à Kisangani, tout comme dans d'autres provinces, il y a aussi ce besoin d'emploi, et la politique du gouvernement est que ceux qui résident à Kisangani sont prioritaires par rapport à ceux qui ont fait le test d'embauche. Donc ce sera le cas, même lorsque on arrivera à ouvrir des antennes à Mbandaka, à Mbujimai, à Kananga et même à Matadi où nous sommes. Priorité sera donnée aux résidents congolais à Matadi, à Mbandaka, à Mbujimai, à Kananga selon le cas. Voilà, je rappelle aux téléspectateurs, le PCA Christian Ntungila bien sûr, venait de se rendre déjà à Kisangani où il y a eu inauguration le mardi 17 décembre 2024. Et aujourd'hui, nous sommes samedi, il est déjà avec nous dans la province du Congo central, précisément dans la ville de Matadi. Dites-nous, comment le travail va se dérouler là-bas? Est-ce que la Sensap, agence de Kisangani, va dépendre des activités de la province de la Chopo ou directement de Kinshasa? Veuillez un peu expliquer à nos téléspectateurs. Oui, j'ai eu à le dire un peu déjà dans la question précédente. L'agence de Kisangani
c'est l'agence de la Chopo. Mais elle a pour sphère d'action toute la Grande Orientale. Donc dans un premier temps, avant que d'autres démembrements de la SENSAP ne suivent, elle va gérer tout ce qui concerne la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État dans la province orientale selon le format ancien. Alors, comment elle fonctionne? Elle dépend de la direction générale, ok? Mais en tant qu'unité décentralisée, elle a des choses qu'elle peut faire directement sans en référer à Kinshasa, acheter des papiers, des fournitures de bureau, des fournitures informatiques, tout ce qui concerne le quotidien d'une agence. Mais quant au fichier des prestataires, au fichier des travailleurs, là, elle dépend directement de la direction d'exploitation ou, comme on l'appelle ailleurs, la direction technique. Voilà. Alors, les responsables là-bas, le numéro 1, c'est le chef d'agence, le directeur provincial. Comment on va l'appeler? Comment on l'appelle? C'est le chef d'agence. Voilà, le chef d'agence. Alors, après Kisangani, qu'est-ce que la SENSAP est en train de prévoir dans les jours à venir? Oui, la SENSAP, comme je l'ai dit, elle va se déployer sur toute la République. Mais nous y allons progressivement. Bientôt, Mbandaka sera servi pour s'occuper du Grand Équateur. Bientôt, Mbujimai et Kananga seront aussi servis pour s'occuper du Grand Kasaï. Donc nous y allons progressivement parce qu'en matière de sécurité sociale, une des normes nous exige des services de proximité vis-à-vis des travailleurs et des retraités que nous prenons en charge. Et donc c'est pourquoi nous rapprochons de plus en plus des fonctionnaires de l'État, des agents publics de l'État en général, pour leur rendre des services de qualité. Tout ce qui concerne le quotidien d'une agence. Mais quant au fichier des prestataires, au fichier des travailleurs, là, elle dépend directement de la direction d'exploitation ou, comme on l'appelle ailleurs, la direction technique. Alors, nous en profitons toujours lorsque nous vous prenons dans une interview, une émission, que vous puissiez un peu, parce que plusieurs parfois ont la confusion entre la SENSAP et la SENSEP. La différence réside où réellement? Oui. Déjà, la SENSAP et la SENSEP sont toutes les deux des caisses de sécurité sociale. Elles prennent en charge les travailleurs pendant qu'ils sont actifs, mais aussi pendant qu'ils sont passifs quand ils sortent en retraite. La CNSS gère ce qu'on appelle le régime général, c'est-à-dire tous les travailleurs contractuels, qu'ils soient dans le secteur public ou privé, mais tous ceux qui sont contractuels. Et même les indépendants aujourd'hui dépendent de la CNSS. Tandis que la SENSAP, elle s'occupe de tous les agents publics de l'État. Et là, il y a des catégories que nous pouvons citer, des fonctionnaires qui sont dans les administrations de l'État, à différents niveaux, à la présidence, dans les ministères, à la fonction publique, ainsi de suite. Les magistrats, okay, les militaires, les policiers, tout l'enseignement public, hein, du primaire jusqu'au secondaire, l'enseignement supérieur aussi, et tout le personnel administratif, académique et scientifique, ils dépendent tous de la SENSAP. Donc c'est là la grande différence. Alors vous verrez qu'à la CNSS, il y a plusieurs employeurs, hein. Il y a plusieurs entreprises, Vodacom, je ne fais pas de publicité, mais c'est des exemples que je donne. Les entreprises de communication, ils cotisent à la CNSS. Les entreprises publiques de l'État, les établissements publics de l'État, ils cotisent à la CNSS, exception faite de la SENSAP, qui cotise à la SENSAP elle-même pour ses travailleurs. Il y a aussi, donc, il y a les entreprises privées, les entreprises de l'État, mais ce qui lie les travailleurs à la CNSS, c'est le contrat. Ils sont contractuels. Tandis que ce qui lie les autres travailleurs à la SENSAP, c'est leur qualité d'agent public de l'État. Ils sont sous statut. Voilà. Merci pour cette précision. Voilà. Alors nous espérons que, comme l'a dit le PCA, l'agence de Matadi sera aussi ouverte dans les jours à venir. Et c'est tout ce que nous attendons. Vous nous confirmez? Je le confirme. Voilà. Oui. Bientôt, dans les jours à venir, disons, nous aurons aussi la SENSAP, agence de Matadi.
Alors, parlons un peu de la province du Congo central. Aujourd'hui, nous avons un nouveau gouverneur. Grâce Kwanga Maswangi Bilolo, vous êtes, c'est vrai, vous résidez Kinshasa, mais vous êtes beaucoup resté dans la ville portuaire de Matadi. Vous avez été, je rappelle, directeur provincial de Senses Matadi. Voilà. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez fait beaucoup d'années ici. Dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez dire en rapport avec cette nouvelle autorité provinciale? Avez-vous des échos de loin où vous êtes à Kinshasa par rapport à sa manière de gérer la province du Congo central? Merci beaucoup. Déjà, le Congo central, c'est ma province d'origine. Oui. Donc c'est une province qui m'est très chère. J'ai mes racines ici, culturelles, familiales, politiques même, parce que dans le parti auquel j'appartiens, je suis beaucoup plus attaché à la fédération de Matadi qu'à d'autres. Donc c'est vraiment ma base. Et pour la petite histoire récente, j'étais suppléant de l'un des candidats à la députation nationale et nous avons glané plus de 5000 voix. Il y avait possibilité donc d'être aussi élu. Mais bon, il y a des règles, hein, il y a des règles du scrutin qui ont fait que nous ne soyons pas parmi les 3 premiers. Mais nous avons eu beaucoup de voix, plus de 5000 voix. C'est donc une forte base que nous avons ici, que nous devons absolument entretenir. C'est pourquoi je viens de temps en temps, chaque fois que l'occasion s'y prête, je viens à Matadi, qui est ma ville, qui est une ville qui m'est chère. Par rapport au gouverneur, le gouverneur, il a un avantage, il est jeune, il est plein d'énergie, donc dynamique. Il doit exploiter cet aspect-là, mais il doit aussi exploiter la mémoire, c'est-à-dire le conseil des sages, le conseil de ceux qui sont déjà passés. Il doit aussi exploiter l'histoire de ceux qui l'ont précédé, là où ils ont failli. Il a suffisamment de modèles qui sont passés avant lui pour savoir où sont les pièges, où sont les faiblesses, où sont les atouts, où sont les menaces, où sont les opportunités. Et moi, je lui conseillerais d'écouter tous ceux qui peuvent apporter un plus dans la province du Congo central. C'est une province stratégique pour notre République, mais lorsqu'on la parcourt, on se rend compte que malgré son potentiel, malgré sa richesse, malgré son reste à l'arrière-train de la barque, ce n'est pas normal. Je voudrais encourager notre gouverneur, mon gouverneur, à écouter toutes les sources, que ce soit celles de son parti ou des autres partis, mais toutes les sources, tous les Né-Congo qui ont le souci de construire cette province. Nous parlons souvent de Makuku Matatu, que les Makuku Matatu ne soient pas seulement un slogan, mais une réalité. Il peut faire beaucoup de choses, il peut écrire l'histoire. Il ne faut pas qu'une fois le mandat fini, qu'il regrette, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. C'est l'occasion de poser des gestes, c'est l'occasion d'écrire son nom en lettres d'or, comme l'ont fait les Mbachi Bachia, pour ne citer que lui, comme l'ont fait d'autres encore que je ne voudrais pas citer pour ne pas accentuer la polémique. Donc, qu'il écrive son nom. Voilà, ce sont des très bons conseils. Mais déjà, il a fait au-delà des 100 jours, c'est vrai, c'est pas déjà d'emblée aux 100 premiers jours qu'on va les juger, mais déjà par rapport à ce qu'il est en train de faire, il y a quelque chose que vous pouvez dire du point de vue gestion, comme je l'ai dit, il y a quand même déjà une lueur d'espoir par rapport déjà à son début où on doit encore attendre. Oui, je dois quand même dire, depuis la dernière fois que je suis venu, j'ai vu beaucoup de constructions ça et là. Je sens donc qu'il y a une certaine dynamique dans l'économie de la province parce que l'immobilier est quand même un secteur qui trahit souvent le dynamisme de l'économie d'un lieu. Mais je ne sais pas si ces constructions sont le fait du public ou du privé. Dans tous les cas, même si c'est le privé qui construit, ça signifie que le public, le gestionnaire, l'a mis dans des conditions telles qu'il est en confiance et il construit. Donc nous l'encourageons pour cela, mais qu'il fasse les routes surtout de desserte agricole, parce que
les fruits sont en train de pourrir dans l'arrière-pays. Les paysans, la majorité de la province vivent dans les coins les plus reculés de la province. Ils sont dans Tsanga Nord, ils sont vers Kimvula là-bas, il n'y a pas de route. Pour aller à Tchela, Sekebanza, c'est difficile. Ici à Luozi, je ne sais pas si le bac est fonctionnel. Encore que s'il est fonctionnel, le bac, il a quel âge? Voilà un peu des choses sur lesquelles le gouverneur devrait agir. Si les Nékongo peuvent circuler la nuit comme le jour en toute sécurité, là j'aborde l'aspect sécuritaire, ça sera déjà un plus pour la province. Or, pour circuler, il faut que le rail reprenne, il faut que les routes soient en bon état, il faut aussi que les soins de santé soient administrés à la population. Là, il faut qu'ils regardent aussi le secteur sanitaire. Est-ce que nos hôpitaux généraux ont un plateau sanitaire suffisamment élevé pour prendre en charge les gens en soins? Je me rappelle que lorsque j'étais directeur provincial, pour certains petits problèmes de santé, on était obligé d'évacuer vers Kinshasa. Et ça, ce sont des choses qui doivent changer. Il faut qu'en province, on soit en mesure, surtout ici au Congo central, de faire des appendicites. Il faut qu'on soit en mesure de faire des césariennes. Il faut qu'on soit en mesure de faire des réductions de factures avec des fixateurs. Pourquoi pas? Il y a quelques années encore, le centre IME était l'un des mieux cotés dans la République. Est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui? On se pose la question. Bref, voilà des questions sociales sur lesquelles il doit agir. Il doit agir sur l'enseignement. Nous avons du bois dans le Mayombe. Ce n'est pas normal que les élèves au primaire comme au secondaire, même à l'université, puissent étudier et soient assis sur des briques. Il y a du bois qu'on fabrique des bancs. Il y a du bois que l'on fabrique des chaises et des tables. Donc, au Congo central, on ne devrait pas manquer du minimum. Voilà un peu les axes sur lesquels nous voulons voir notre gouverneur, notre cher gouverneur que nous saluons respectivement, les axes sur lesquels on voudrait le voir agir. Voilà, c'est bien dit, le message est passé. Je rappelle que le gouverneur, je l'ai dit, il est en déplacement dans le bas-fleuve et là, il est en train de promettre aussi à cette population, il est en train de poser aussi certains actes et c'est louable en tout cas. Alors, parlons un peu de notre dernier point, nous l'avons dit, la Constitution de la République démocratique du Congo compte pour ou contre son changement. Et nous, c'est le chef de l'État qui a eu cette initiative, si on peut le rappeler, à Kisangani, mais aussi quand il a effectué son voyage à Lubumbashi, où il a déclaré et notre constitution, s'il faut les parcourir, il y a beaucoup de faiblesses. Alors il faudrait qu'il y ait quand même une constitution qui va suivre les réalités de notre peuple. Comment vous avez jugé les déclarations du chef de l'État? Cela est tout à fait normal parce que en sa qualité de chef de l'État, la constitution actuelle lui reconnaît le droit d'initier une réforme constitutionnelle. Donc ce n'est pas un sujet anticonstitutionnel, c'est même dans la Constitution. La Constitution de 2006, c'est-à-dire celle qui nous régit aujourd'hui, elle a eu plusieurs parents. Moi j'aime souvent le rappeler parce que elle n'est pas descendue du ciel, c'est une œuvre humaine. Avant elle, il y a eu d'autres constitutions. Donc elle est née après les dispositions constitutionnelles de 1+4, qui est née après les dispositions constitutionnelles à l'époque de Mouzé, qui est née après l'acte constitutionnel gérant la transition sous Mobutu de 1994, qui est né après les multiples réformes de la constitution dite révolutionnaire de 1967, qui est né après la constitution de 1964 de Louloabourg, qui est né après l'acte fondamental de 1960. Pourquoi les constitutions changent? Tout simplement parce que la constitution, elle traduit en fait le vouloir vivre ensemble, ok, d'une époque de la population. Alors, à chaque époque,
la population et ses dirigeants jugent du bien fondé ou pas de maintenir la Constitution en état. Celle qui nous régit aujourd'hui, elle a déjà connu des modifications. Pour rappel, à l'époque, quand elle a été promulguée, les élections présidentielles se faisaient à 2 tours. Je ne prends que ça comme exemple. Mais aujourd'hui, c'est un seul tour. C'était déjà une modification. Est-ce que les gens s'étaient battus, se sont tués pour ça? Non. Donc, si aujourd'hui, par rapport à la situation stratégique de la RDC, qui est au cœur de la transition énergétique au monde, nous nous disons que nous, en tant que Congolais, nous devons aussi nous adapter au rôle que nous devons jouer demain. Il n'y a pas de problème. Nous devons donc avoir une constitution, ok, qui répond aux exigences du rôle que la RDC est appelée à jouer demain. Est-ce que la constitution de 2006 y répond à 100%? Je dis non. Voilà pourquoi le chef de l'État a dit qu'il va appeler l'année prochaine, c'est dans 1 ou 2 semaines, une commission d'experts congolais qui vont réfléchir. J'insiste sur le terme congolais. Un groupe d'experts congolais qui vont réfléchir pour voir quels sont les articles qui ne sont pas clairs, qu'il faut éclaircir, quels sont les articles qui sont clairs mais qu'il faut appuyer, quels sont les articles surabondants, inutiles, qu'il faut éjecter de la Constitution. Ils vont réfléchir sur tout ça et puis on enverra le dossier au Parlement. Voilà, merci déjà pour cette introduction, mais le chef de l'État ne partage pas les mêmes points de vue avec tous les Congolais. Je parle des opposants qui, en quelque sorte, ont formé un bloc. Ils ont dit, niet, la Constitution ne changera pas. Parce que, des fois, vous parlez du changement de la Constitution, des fois, vous parlez de la révision de la Constitution. Ce sont ces deux concepts qui essayent un peu d'embrouiller les uns et les autres. Veuillez nous éclaircir un peu là-dessus, surtout en rapport avec les vocables changement ou révision, cher PCA. Oui, je crois qu'il n'y a pas de confusion possible. On change de constitution, à mon point de vue, lorsque une grande partie de sa substance ou de sa philosophie ou de sa logique institutionnelle est modifiée. Je donne un exemple. Vous étiez dans un État unitaire, centralisé, vous passez à un État fédéral ou bien vous passez à un État unitaire mais fortement décentralisé. Vous comprenez déjà que là, la structure, la charpente administrative étatique est fortement modifiée. Là, on peut parler d'un changement de constitution. Mais lorsqu'il s'agit de changements mineurs, ok, que cela touche 10, même 5 ou 15 articles, mais si ce sont des changements mineurs qui n'entament pas les axes majeurs de la Constitution, là on parle de modification. Mais déjà quand on est à 15 articles, on peut aussi parler de changement de Constitution. Alors les opposants. Je vous donne un exemple. Il faut toujours éclairer la population parce que nous n'évoluons pas dans un monde de façon de vase clos. Nous évoluons dans une dynamique universelle. Le monde est devenu aujourd'hui un grand village où ce qui s'est fait chez nous s'est fait aussi parfois ailleurs, ainsi de suite. Notre droit, il est calqué sur le droit romano-germanique, c'est-à-dire le modèle français, ok? Mais la France elle-même, elle est à la 5e République. Ils sont d'ailleurs en train d'appeler à la 6e République pour corriger leur constitution actuelle à cause des faiblesses qui ressortent aujourd'hui, mais qui n'étaient pas vues hier. Ils sont dans une situation où à l'Assemblée, il n'y a aucun bloc, aucune famille politique qui est majoritaire. Et il y a quand même la famille politique qui est première qui dit que par rapport au fait qu'elle est première sans être majoritaire, le Premier ministre devait venir de chez eux. Le président pense autrement. Ils n'ont même Premier ministre qui ne fait que 3. Chaque peuple cherche à régler ses problèmes dans un texte qu'on appelle la Constitution pour pouvoir avancer.
Et nous aussi, Congolais, je crois que nous avons le droit de le faire. L'opposition, quand ils disent ils disent d'abord qu'ils ne veulent pas de changement. Bon. Démocratiquement parlant, c'est leur droit. Ok? Ils disent que c'est une façon pour le chef de l'État actuel de chercher à s'éterniser au pouvoir. Oui, ça c'est des procès d'intention. Le chef de l'État ne l'a jamais dit. Il n'a jamais dit qu'il cherche à s'éterniser au pouvoir. Mais il est seulement conscient du fait que nos ressources de sous-sol sont l'enjeu majeur du monde, de la planète de demain. Donc il faut réfléchir sur ça. Il sait aussi qu'aujourd'hui nos terres sont convoitées par certains de nos voisins. Ils nous font la guerre pour les terres, pas seulement pour les minéraux. Ça aussi, le chef de l'État en est conscient. Il faut protéger ces axes-là, ok? Ces richesses-là que sont la terre et son sous-sol. Donc, nous devons entrer dans cette dynamique-là. Nous devons aller vers cette prise de conscience pour que le Congo de demain soit plus sécurisé que celui d'aujourd'hui. Voilà. Ils ont le droit de dire non, mais ils savent au fond de leur cœur que le président aussi a le droit de changer pour améliorer. C'est lui le garant de la nation. Et c'est constitutionnel. La Constitution dit qu'il est le garant de la nation, le garant de l'unité nationale. Donc s'il pose un acte constitutionnel par rapport à ses attributions, qui est celui de vouloir que la Constitution soit améliorée, il est dans son bon droit. Voilà, mais il se pose des questions, ces opposants. Qu'en est-il finalement de l'article 220 où on nous dit que cet article-là est verrouillé, d'autant plus que le mandat du chef de l'État est limité. Et donc, quand on va changer la Constitution, le chef de l'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va-t-il continuer à gérer? Sera-t-il encore éligible quand on va organiser les élections prochaines? Beaucoup de questions se posent dans les têtes des gens. Oui, l'article 220, comme le disait récemment le prof Kalouba, l'article 220 a verrouillé des matières. Ok? Il ne s'est pas verrouillé lui-même. Ça signifie quoi en fait? Ça signifie que on a mis dans l'article 220 des matières que l'on considère ne devront pas être changées. Mais nous pouvons ajouter dans l'article 220 d'autres matières. Concernant par exemple la question de père et de mère, n'est-ce pas? On peut l'ajouter dans l'article 220. Pour occuper certains postes, on peut exiger que pour la présidence, pour le poste de chef d'état-major, pour le poste de AG de l'ANER, pour le poste de premier ministre, pour tous ces postes stratégiques de gouverneur, ainsi de suite, pour que quelqu'un les occupe, il doit être de père et de mère congolais. On peut ajouter ça dans le 220, non? Ok? Ça sera une nouvelle matière verrouillée, n'est-ce pas? On peut aussi ajouter dans le 220 la gestion de notre sol, ok? Pour dire qui ont droit à acheter le sol congolais, ok? Aujourd'hui, nous apprenons qu'on a vendu des centaines de milliers d'hectares à des étrangers. Est-ce que c'est normal? Il y a des pays où ça ne se fait pas. Il y en a qui disent aussi, mais les social, le chef de l'État, il a promis ceci, il a promis cela, mais la population continue à peiner, cher PCA. Oui, je crois que la question du social est pluridisciplinaire. Et au niveau du social, les difficultés que nous vivons actuellement ne sont pas nées avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les conséquences des mégestions de plusieurs décennies avant qu'il n'arrive aux affaires. Excusez-moi. Et donc, pour sortir de ce marasme, pour sortir de ce trou, il faut quand même quelques temps. C'est vrai, la population est exaspérée, la population est à bout, mais les actes qui sont posés aujourd'hui sont des signaux qui donnent de l'espoir que dans très bientôt, les choses vont s'améliorer. Voilà. Merci vraiment de répondre à nos questions, préoccupations. Nous sommes arrivés à la fin. Un mot à la population matadienne et aussi à ceux qui nous suivent à l'extérieur du pays et à travers la République.
Oui, le mot de la fin, je crois que c'est seulement dire à la population de Matadi et toutes celles du Congo central d'être sereine, de ne pas se laisser emballer par la manipulation des politiciens. Même la parole de Dieu, elle a plusieurs versions. Et le souci de l'éditer en Darby, en Bible du Semeur, en version Chouraki, Semeur, Darby, Thompson, Jérusalem. Le souci, c'est de mieux présenter l'évangile, de mieux l'exprimer et de le simplifier. On l'a même mis dans des versions encore plus faciles que celles que je viens de citer. Alors, nous devons aussi aller vers une constitution qui reflète le mieux notre vouloir vivre ensemble. Voilà mon mot de la fin. Voilà, mais on a vu aussi, on a vu de personnes à Kinshasa qui ont porté vos t-shirts et qui souhaitent même que la constitution soit changée. Vous êtes au courant? Oui, je suis de cet avis-là. J'ai dit oui au changement de la constitution. Je veux qu'elle change, que nous passions à une autre république. Parce qu'il y a actuellement dans la constitution certaines structures, certains organes qui ne nous sont pas bénéfiques dans la situation actuelle. On peut avoir une assemblée avec une seule chambre, c'est suffisant pour notre nation aujourd'hui. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était un réel plaisir pour nous de recevoir le PCA Christian Tungila, PCA de la Sinsap, bien sûr, il nous vient de Kinshasa. Avant, il était dans la ville de Kisangani où ils sont allés inaugurer l'agence de Sinsap de Kisangani. Il est rentré vite à Kinshasa et est venu ici à Matadi. En tout cas, bon séjour au PCA Christian Tungila. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh là là.